dira un petit mot à la fin des locaux principaux du musée. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. Tiens, il dirait son père. Voilà, je reprends ce que monsieur le maire vous a dit. Petite visite commentée de l'exposition par Marin Monzin. Et ensuite, nous retournerons en fait au musée, dans la cour, pour les discours et le vote. Voilà, merci. Marin, toi s'il te plaît. Très bien. Donc merci, je dirai quelques mots tout à l'heure. On va faire un petit tour de cette exposition comme cela vient d'être dit. Alors cette exposition vous présente en fait les plus célèbres, les plus grandes représentations du grand maréchal Duroc dans les grandes peintures napoléoniennes de l'époque, contemporaine et postérieure tout au long du 19e siècle. Et donc nous avons voulu aller chercher dans le détail, parce qu'évidemment ces toiles ne vont pas les faire venir à Pont-à-Mousson, par contraintes évidemment de taille, budgétaire, et sécurité, etc. Elles sont pour la plupart entreposées à Versailles ou dans les grands musées nationaux. Donc nous sommes allés chercher le détail et pour centrer sur Duroc. Et donc nous avons ici créé un parcours retraçant les grandes étapes de la vie du grand maréchal Duroc. Alors, si on commence ici, nous avons voulu nous concentrer sur le militaire qu'était le grand maréchal Duroc. Alors, le militaire, évidemment, ce n'est pas l'aspect dominant dans la carrière et dans le profil du grand maréchal Duroc, puisqu'il était avant tout un officier de cour, d'intendance, un officier civil, mais tout de même, il a eu une formation militaire qui a débuté à Pont-à-Mousson, puis à Chalon-sur-Marne, aujourd'hui Chalon-sur-Saône, à l'école d'application d'artillerie. Et Duroc est donc un artilleur de formation. Mais tout au long de sa carrière, il a, par à-coup, dirais-je, il a pu servir à Napoléon et à la Grande Armée en cas de besoin. On le voit notamment ici sur un tableau représentant le soir de la bataille d'Austerlitz. Au soir de la bataille d'Austerlitz, le peintre Gérard représente Napoléon et son état-major recevant les étendards pris à l'ennemi. Donc l'ennemi à l'époque était la Russie déjà et l'Autriche. Et le grand maréchal Duroc est donc représenté directement au centre de cet état-major en grand uniforme de général de division derrière l'empereur. Et aux côtés du maréchal Bessières de profil et le général Junot, deux de ses grands amis. Alors, Duroc à Austerlitz a eu effectivement un grand rôle. Il a commandé à 10 000 hommes la réserve d'infanterie d'élite aux côtés du général Oudinot, et ensemble, ils ont pu contrer une contre-offensive de taille de l'armée autrichienne. Donc, nous sommes ici en 1805. On passe ici en 1808. Nous sommes au moment de la guerre d'Espagne. Napoléon s'est engagé dans la péninsule ibérique pour y installer une dominance française. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je passe sur les détails. Et en fait, cette guérilla va avoir raison de la supériorité napoléonienne, et Napoléon doit intervenir de lui-même. Et il finit par reprendre Madrid, et c'est ce que nous présente ici le peintre Vernet. C'est une commande officielle du régime. C'est un épisode vraiment de détail de cette reprise de Madrid. On voit Napoléon indiquant sur la montre que lui tend Duroc l'heure à laquelle il entend que les Madrilènes rendent leur ville à l'armée française. Et donc on voit ici une députation de Madrilènes représentant les corps constitués de la ville qui semble terrifié par la menace faite par l'empereur, qui menace donc de raser Madrid si les Madrilènes opposent davantage de résistance à l'armée française. C'est une guerre terrible qui amorcera notamment, puis ensuite avec la campagne de Russie, la chute de Napoléon. Sur différents aspects également de la vie de Duroc, juste ici l'influence de Duroc sur le monde des arts. Alors je n'y reviens pas plus avant, je vous laisserai découvrir tout cela. Et là-bas, le souvenir de Duroc et donc la mémoire qui s'est construite à la suite de son décès. Nous sommes toujours ici dans le Duroc militaire. Le Duroc militaire est les jeunes années du début du consulat et de l'Empire, puisqu'il est représenté ici dans sa tenue de commandant de la réserve d'artillerie de la garde consulaire, la future garde impériale réserve d'élite de l'armée napoléonienne.
Et ici, il est dans sa tenue donc, de chasseur à cheval, et là, il commande aussi à la garde consulaire, cette réserve d'élite, donc chargée de sécuriser les palais du gouvernement et la personne même de Napoléon. Et là, on retrouve vraiment le cœur des fonctions du futur grand maréchal que sera Duroc, puisqu'au cœur de ses missions de grand officier figure la sécurité personnelle de Napoléon, du gouvernement et des palais, d'abord de la République, puis de l'Empire. On passe ici ensuite à un Duroc un peu plus connu que le Duroc militaire, c'est le Duroc diplomate. Parce que Duroc était une sorte de couteau suisse de Napoléon, et il devait répondre à peu près toutes les exigences, toutes les demandes de l'empereur, notamment les missions diplomatiques. Et évidemment, comme Napoléon avait fait de lui son principal conseiller, son confident de l'ombre, il lui donnait absolument une confiance aveugle, carte blanche sur tous les dossiers, et Duroc était employé. Évidemment, il y avait un corps diplomatique très important sous l'Empire, on pense notamment à Talleyrand, évidemment, mais Duroc est employé aux missions les plus délicates, les plus secrètes par Napoléon. Alors on le voit notamment ici, dans son avis général de division, mais accueillant la reine Louise de Prusse et le tsar Alexandre de Russie au moment de la paix de Tilsit en 1807. Donc nous sommes sur les frontières de la Prusse et de la Russie, et Napoléon a décidé de réunir tout ce beau monde pour imposer la paix au monde, selon sa formule, et un partage de l'Europe entre la Russie et la France, qui domine alors le continent. Duroc occupe là ses fonctions de grand maréchal par l'organisation des festivités, mais aussi de diplomate, puisque le soir, ou même tard la nuit, il discute avec les différents ministres, les différents ambassadeurs, pour arranger cette paix, toujours évidemment le plus favorablement du côté de la France. Nous l'avons ici aussi en diplomate, prêt à partir en ambassade auprès des cours européennes, puisque ce tableau représente le Sénat, une délégation du Sénat qui vient offrir à Bonaparte, alors premier consul, le Senatus Consulte, la décision du Sénat, qui le fait empereur des Français. Donc on change de régime, et évidemment Duroc est présent à ce moment charnière de l'épopée napoléonienne, où le régime bascule dans une forme alors moins révolutionnaire qu'il n'était, plus monarchique qu'il ne le prétendait. En tout cas, c'est un nouveau régime qui s'installe sur la France, et Duroc est là. Et pour aller vendre ce régime, faire la promotion du nouveau régime, bien sûr du consulat, mais ensuite de l'Empire, Duroc a été envoyé au cours de Saint-Pétersbourg pour la Russie, à Berlin, où il se lie d'amitié avec la reine Louise de Prusse, dont je parlais précédemment, également en Suisse, en Autriche évidemment, et il va négocier les plus grands traités de l'Empire par la suite. Alors ici, nous sommes plutôt sur l'homme, l'influence considérable qu'il a pu avoir, mais c'est un homme avant tout secret, bien sûr de par ses missions, mais surtout de par sa personnalité. C'est un homme qui ne confie rien à personne, si ce n'est à quelques amis qui eux-mêmes étaient dominés par le même secret. Donc on sait finalement peu de choses de l'homme Duroc, sinon qu'il était un homme tout à fait droit, tout intègre à son travail, en tout entier dévoué à son travail et à sa fidélité au service de l'Empire. Mais c'est surtout un homme très fermé, autoritaire, mais toujours juste, d'après les récits des personnes qui ont œuvré sous ses ordres. Alors vous avez ici un grossissement de l'œuvre phare de cette exposition que vous découvrirez au musée. C'est une miniature sur porcelaine issue des collections de la Fondation Napoléon qui nous a été généreusement prêtée, qui représente donc Duroc à un âge mûr. Il meurt en 1813, il a à peine 40 ans, et on est en fait à cette période. C'est une œuvre postérieure qui date du 19e siècle, mais qui nous représente Duroc vraiment sous les traits sous lesquels la plupart des contemporains ont pu le décrire. Et vous l'avez ici, alors j'anticipe tout de suite les questions. On pourrait me dire oui, mais là il est blond alors que là il est brun, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le même. Je me suis moi-même posé la question. C'est en fait une étude préparatoire à un tableau, ce qui fait que la peinture n'est pas terminée. C'est une étude du peintre Girodet et qui représente donc le général Duroc de profil, et c'est une étude préparatoire à un plus grand tableau qui devait représenter la remise des clés de Vienne à Napoléon. Finalement, sur le tableau final que nous ne présentons pas ici, Duroc était escamoté et remplacé certainement par Pertier, ce qui parfois peut donner quelques erreurs d'aiguillage dans l'identification des personnages des toiles. On a ici le grand
aux côtés de Napoléon, dans une visite du musée du Louvre, qui s'appelle alors le musée Napoléon. Ce musée du Louvre avait été d'abord constitué en partie par la Révolution française, à partir de 1793-94, avant que Napoléon insuffle vraiment cette vague de création artistique et de collection permanente au Louvre, faisant donc du Louvre le premier musée d'Europe et le musée qu'on connaît aujourd'hui. Napoléon s'entoure des plus grands savants, des plus grands artistes de son temps, et tout ce beau monde est placé sous l'autorité de Duroc, qui, en tant que grand maréchal, gère donc ces musées, ces grands musées, et orchestre la mise en scène des arts, puisqu'il s'agit bien de propagande avec Napoléon, il ne faut pas se leurrer, même si Duroc et Napoléon sont des amateurs d'art, il y a toujours derrière, en filigrane, la politique et le message politique, et le message pour l'histoire que Napoléon entend laisser. Et donc Duroc œuvre toujours pour le message que les arts vont laisser de Napoléon dans l'histoire. Donc on le voit ici dans cette visite des travaux du grand escalier du Louvre, qui aujourd'hui a disparu parce qu'il a été remplacé et comblé. C'est aujourd'hui une des salles à colonnade du Louvre, juste au-dessus du département égyptien. Ensuite, nous avons ici le grand tableau de David représentant le sacre de Napoléon, plus exactement le couronnement de Joséphine par Napoléon. Ce tableau est exposé à la fois à Versailles et au Louvre, puisqu'il en existe une copie, peut-être par David après la chute de l'Empire, et Duroc. Alors il faut bien regarder le détail de cet immense tableau qui évidemment on ne peut pas présenter ici. Il y a une multitude de personnages représentés sur cette toile célébrissime, et David ne fait que passer des messages partout, des messages politiques, intellectuels, un peu secrets dans sa toile, selon le placement des invités qu'il représente. On a beaucoup menti sur la réalité du sacre grâce à cause de cette toile de David, où Duroc et Napoléon sont venus mettre leur grain de sel, puisque Duroc a effectué régulièrement sur ordre de Napoléon des visites de l'atelier de David pour lui dire en lui mettant les profils de Napoléon. C'est un peu trop réaliste, il faudrait améliorer tout cela. Joséphine est un peu trop vieille, rajeunissez-la. Et puis surtout, Madame Mère Laetitia, la mère de Napoléon, qui était absente du sacre, on a glissé à David qu'il fallait représenter Madame Mère, parce qu'il ne fallait pas que toute l'histoire on pense que Madame Mère soit absente du sacre de son fils. Quoi qu'il en soit, Duroc est bien caché dans cette toile, il fallait le chercher, mais il y a quelques indices. Quand on regarde le tableau sur la gauche du sacre, il y a tous les grands officiers, les maréchaux, les Murat, etc., et les membres de la maison de l'empereur, dirigés par Duroc. Et il n'y a qu'une seule personne dans ces centaines d'invités qui dépassent du lot, c'est évidemment Duroc. Il y a évidemment un message qu'a voulu vous faire passer ici David, qui fait dépasser une seule personne, c'est Napoléon qui dépasse. Dépasser une seule personne, c'est évidemment vous montrer la proximité entre Duroc et l'empereur. Et si on relie par un fil invisible le regard de Duroc à celui de Napoléon, on s'aperçoit que entre lui et l'empereur, il n'y a personne à la même hauteur qui dépasse. En fait, David nous fait vraiment passer le message. Les deux hommes gouvernent pratiquement ensemble. Évidemment, tout le monde ayant les yeux fixés sur Napoléon, il ne s'aperçoit pas de ça. Il faut aller chercher un petit peu toujours dans les tableaux des secrets d'histoire pour parler à et donc ici, Duroc est représenté, c'est le plus célèbre portrait du grand maréchal Duroc. Il en existe également deux exemplaires. Un exemplaire bien connu au musée des Beaux-Arts de Nancy, qui était la propriété du général Duroc, ensuite offert par la ville de Nancy à sa veuve, Joseph Rioul, remarqué d'ailleurs à Nancy-Chantin. Et une autre copie, c'est celle que nous avons ici à côté du vent, qui est issue des collections du château de Versailles. Duroc est représenté dans son grand habit d'apparat, il ne se promenait pas de même chose comme ça aurait été bien encombrant. Mais ce tableau est très intéressant dans le sens où il nous donne à voir ce qu'était le pouvoir napoléonien et la représentation impériale. En fait, on est directement dans l'héritage de l'Ancien Régime. Louis XIV avait l'habitude de dire à sa cour qu'il faut paraître, malgré tous les malheurs du monde. Bien, on est tout à fait dans le même message chez Napoléon et évidemment chez Duroc et tous les militaires de l'Empire. Alors, rapidement une description de ce tableau parce qu'il vaut vraiment la peine de l'être. Duroc a donc revêtu ici, il est sur la terrasse des Tuileries, il est représenté par son ami rouge, choisi. Et il a revêtu donc son grand habit de cérémonie, donc de couleur rouge-pourpre, en fait, qui est la couleur du
voit, on se rappelle des enfants romains qui portaient la bourse, c'est ici le message. À revers brodé argenté d'argent, qui représente, je crois que ce sont des paniers. Alors, on fait référence à l'Égypte, au message de l'arbre qui est le panier. Évidemment, les décorations qu'il porte sur sa poitrine, la médaille de grand-officier de la Légion d'honneur, la plaque du grand aigle de la Légion d'honneur, offre créée par Napoléon, et puis, alors, je ne vous montre plus, mais il y a une autre plaque, son actif de grand maître de cérémonie. C'est un maître de cérémonie, évidemment, on ne va pas avec ce genre d'art de l'apparat. Et il s'appuie, alors, il a évidemment son chapeau, on le trouve ici sur le tableau de David, mais il s'appuie surtout sur son bâton de commandement. Alors, ce n'est pas le bâton du maréchal, parce que l'ordre n'étant pas maréchal, le bâton maréchal était très petit, enfin tout de même, ça fait l'office de bâton de commandement et on voit l'autorité de l'homme. Et toute la pose, pleine d'éducation et de noblesse, reçue évidemment dans sa famille, issue de petite noblesse dans sa région, et à Pont-à-Mousson. Et on voit dans cette pose, presque de danseur, en fait la pose est empruntée par le peintre Gros à celle que le peintre Hyacinthe Rigaud a donnée à Louis XIV sur le fameux tableau officiel du roi. Et puis dans le fond, nous sommes sur la terrasse des Tuileries, les Tuileries ont disparu, on peut avoir du mal à... Et le grand maréchal Duroc est représenté expirant dans les bras de l'empereur et soutenu par les officiers de l'entourage de Napoléon. Alors évidemment, c'est une image d'Épinal assez naïve dans sa représentation. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça exactement. On a ici un Duroc très serein visiblement, il avait quand même un bruit dans le ventre. Je pense qu'il souffrait un peu plus. Quoi qu'il en soit, donc nous sommes ce 22 mai 1813, au lendemain de la bataille de Vincennes. Les Russes opposent une résistance significative aux armées françaises et Napoléon envoie donc le maréchal Ney, le célèbre maréchal Ney, combattre cette arrière-garde russe. Sauf que les Russes opposent une farouche résistance et Napoléon s'impatiente. Napoléon s'impatiente, convoque l'état-major, donc Duroc, encelle et s'avance encore plus en avant, près des combats que mène le maréchal Ney. L'artillerie russe repère évidemment ce groupe d'état-major, rutillant d'or dans ses décorations, et ouvre le feu. Plusieurs salves sont donc tirées en direction de l'état-major français. Un premier boulet vient exploser dans les pattes des chevaux de l'escorte de Napoléon, tuant un chasseur à cheval, et Napoléon, qui fait très peu de cas de la vie d'un homme, trouve le moyen de faire de l'humour et dit à Duroc, décidément, pour Duroc, la fortune nous en veut bien aujourd'hui. Bon, Duroc, évidemment, ne plaisante pas. Il avait eu quelques pressentiments les jours précédents et il semble plutôt inquiet d'après l'entourage. Quelques instants après, il se serait tourné vers le maréchal Macron, son ami, pour lui dire « L'empereur ne s'arrêtera jamais, nous y passerons tous ». Et effectivement, un énième boulet est tiré, il vient briser l'arbre sur lequel se trouve l'empereur, dont il manque de peu Napoléon. Il continue sa course, vient ricocher contre un monticule de terre, en ricochant et dévié de sa course. Et dans cette nouvelle course ultime et fatale se trouvent deux généraux, le général du génie Kirchner qui est tué net par ce boulet, et à côté de lui, en train de converser avec lui, le grand maréchal Duroc, qui reçoit le boulet au bas-ventre. Il a donc le bas-ventre déchiqueté par ce tir de boulet. Il est jeté à terre. Napoléon, vu plus en avant, n'a rien vu du drame qui vient de se jouer. Il est concentré sur le déroulé des combats. Réclamant sa lunette d'observation, il ne trouve évidemment personne pour lui répondre. Sinon, le général Colincourt, représenté ici, le nom Duroc, qui est le meilleur ami du général Duroc, les grands écuyers, il trouve Colincourt blême, et Colincourt lui dit donc, le grand maréchal vient d'être tué. Napoléon n'y croit pas, lui dit, allons, Colincourt ne dit pas n'importe quoi, je discutais avec lui tout à l'heure. La suite de l'escorte arrive, un page apporte la lunette d'observation à l'empereur, et il fait le récit du drame qui vient de se jouer, le grand maréchal a été tué. Napoléon fait immédiatement, et c'est certainement la seule fois dans toute l'histoire de l'Empire, Napoléon fait stopper les combats. Il se rend auprès du général Duroc,
qui est évidemment souffrant. Il le fait transporter à l'arrière sous escorte de la garde impériale et il lui rend visite quelques heures plus tard pour recueillir, dit-on, les dernières paroles de son ami. La propagande de l'époque s'en fera l'écho. Il faut évidemment mesurer tout cela au regard d'un historien. Quoi qu'il en soit, Duroc, effectivement, et Napoléon ont bien eu une ultime conversation. Napoléon promet à Duroc qu'ils se reverront, qu'il va vivre. Évidemment, Duroc ne se fait aucune illusion sur son sort. Vous avez le bas-ventre déchiqueté, il n'y a pas grand-chose à faire. Surtout en 1813 sur un champ de bataille au fin fond d'Allemagne. Le docteur Larrey, chirurgien en chef de la Grande Armée, ami également de Duroc, ne peut qu'assister à la mort de son ami et lui donner de la morphine pour la... Là, comme le tourisme, nos amis des Vosges napoléoniennes, le président de l'association d'histoire, la Société d'histoire de Pont-à-Mousson, vous saluez toutes et tous en vos phrases et qualités, comme ça on n'oublie absolument personne, et vous dire tout le plaisir que la municipalité a à vous accueillir aujourd'hui au musée pour cette exposition sur Duroc. Duroc est certainement un des personnages les plus importants qu'a connu Pont-à-Mousson. Notre bassin de vie a connu d'autres illustres généraux. Il y a Frérion, qui était de Vendières, et qui doit être inhumé au cimetière de Pont-à-Mousson, c'est pas Marie-Do. Et puis le général Favier, qui est plus jeune, mais certainement celui qui a eu une œuvre la plus accomplie, et qui a joué le plus grand rôle, c'est assurément Duroc, et qui est très méconnu, assez méconnu des mucipontaines et des mucipontins, et pas connu du tout de la part de nos banlieues, des gens de Nancy et de Metz. De temps en temps, on a des lapsus comme ça. Et si bien que de temps en temps, un certain nombre de personnes, j'en vise une mais je ne citerai pas, qui se trompent dans l'orthographe et appellent la place Duroc en deux mots, et ne sachant pas que, effectivement, quand sa famille était dans le Gévaudan, eh bien, Duroc s'écrivait en deux parties. Mais, en tout cas, le général, grand maréchal du Palais, c'est Duroc en un seul mot, et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir le faire mieux connaître à l'ensemble de la population. Alors, vous avez vu les facettes multiples et variées de ce personnage, qui est avant tout, dans le premier lieu, un militaire, un combattant, qui a été formé à l'école militaire ici, de Pont-à-Mousson, son père étant lui-même militaire et de passage ici. Et puis ensuite, il a fait, comme l'a rappelé Marin tout à l'heure, il est allé à Châlons pour se perfectionner, il est devenu un cavalier. Et puis il a participé à toutes les grandes batailles, en Italie, en Égypte, on a vu Austerlitz, jusqu'à la bataille de Bodzan qui a été fatale pour lui. Mais au-delà de ce rôle de militaire, il a été aussi un grand diplomate, ça c'est beaucoup moins connu, c'est plutôt la face cachée de l'iceberg, mais il a eu un rôle fondamental, un rôle qui devait essentiellement à la connivence, à la confiance que lui accordait l'empereur durant toute sa vie aux affaires. Et il a certainement été un conseiller, il a certainement été celui qui murmurait aux oreilles de l'empereur, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup d'influence sur l'empereur. Et puis c'est quelqu'un qui aura laissé des traces importantes dans l'histoire de notre pays. Il a été sénateur, mais il a été élu juste à la fin et il n'a pas pu siéger. C'était juste avant sa mort, mais il est dans les registres du Sénat. Et il a eu une vie bien remplie, et il nous semblait qu'il était opportun de lui rendre une nouvelle fois hommage. On l'avait fait il y a quelques années à travers une projection son et lumière sur l'hôtel de ville de Pont-à-Mousson. Je pense qu'on aura l'occasion de le refaire. Mais cette année, alors que l'on commémore les 210 ans de son décès, eh bien, il fallait lui rendre hommage et essayer de balayer toutes ces facettes de l'histoire de ce grand homme. Alors je voudrais bien sûr remercier tous ceux et ceux qui ont contribué, la pointe au musée Nadine qui
qui travaille avec Jean-Pierre au musée très régulièrement. Saluer et remercier les deux commissaires, les co-commissaires de l'exposition, Marin Lanzin, que vous connaissez peut-être et que vous allez apprendre à connaître encore dans les quelques années qui viennent, puisqu'il est étudiant, doctorant, il termine sa thèse sur un sujet important qui est le personnage de Duroc. Donc je pense que dans quelques années, puisqu'une thèse c'est assez long, il me confiait l'autre jour, quand on était en recueillement devant la tombe du général, que dans 2 ans, il aurait probablement terminé. Je dis ça. Oui, je crois. Et donc, on a hâte qu'il en termine, parce qu'on se dit que son œuvre sera certainement publiée, et on pourra bénéficier d'une somme d'informations sur Duroc que nous ne possédons pas à ce jour. Et puis l'autre commissaire, que vous connaissez certainement mieux, c'est Jean-Pierre Bardot, qui a mis beaucoup d'énergie à réaliser cette exposition. Et il faut remercier tous les services municipaux, le service animation culture et le service, les services techniques qui ont permis la réalisation de cette... Et puis bien sûr, ceux du musée, mais ça va de soi. Où est-ce qu'elles se cachent nos dames? Elles sont dans l'entrée là-bas. Les remercier pour cet important travail qui sera certainement très vu et très apprécié, puisque nous aurons la chance durant cet été de recevoir beaucoup de monde à Pont-à-Mousson, au-delà des quelques milliers de visiteurs que l'on a tous les ans. Nous aurons également bien sûr toutes les personnes qui viendront dans le cadre de la semaine fédérale cyclo, donc ça fera 7 000 personnes, 9 000 personnes peut-être, avec les accompagnants. Et puis nous aurons toutes ces personnes-là, il faut absolument qu'on arrive à les faire venir au musée pour qu'ils s'approprient ce personnage qui mérite de l'être, qui mérite d'être connu, de Duroc. En tout cas, merci beaucoup de votre coopération. Merci à la Fondation Napoléon qui nous a permis de retracer cette vie à travers ses œuvres. Et puis merci aux Bouches napoléoniennes qui étaient présentes l'autre jour déjà au cimetière et qui sont encore là ce soir. Merci beaucoup et puis profitez de cette visite et puis vous aurez encore la possibilité de visiter l'intérieur du musée tout à l'heure. Merci Monsieur le maire pour ces quelques mots consacrés à Duroc et à cette belle exposition. Merci à toutes et tous de vous être déplacés pour ce beau vernissage et cette première visite de l'exposition. Jean-Pierre, merci. C'est d'abord à toi que je veux adresser mes premiers remerciements parce que tu m'as permis d'être ton co-commissaire. Je disais à mes amis, quand j'étais petit, je voulais être commissaire de police, donc je suis très heureux qu'on puisse m'appeler monsieur le commissaire aujourd'hui. Donc merci à toi. Ah, il y en a peut-être, c'est vrai. Mais en tout cas, merci pour ta confiance et pour ce beau travail qu'on a pu réaliser et qui éclot ce soir. Merci, chère madame, pour votre appui, vous et puis bien sûr tout le conseil municipal et la ville de Pont-à-Mousson. Chers amis napoléoniens, je vous remercie tous les jours, mais une fois de plus ce soir. Et puis bien sûr la Fondation Napoléon, avec laquelle je travaille régulièrement. Je voudrais évidemment remercier. Alors ils s'excusent, ils ne peuvent pas être là ce soir, ils sont évidemment très occupés, mais ils nous ont permis très généreusement et avec leur sens de l'histoire qui vraiment est chevillé au corps à la Fondation Napoléon, ils nous ont permis cette présentation de la miniature et du portefeuille écritoire de Duroc, qui sont donc présentés à l'intérieur du musée, ce qui permet d'avoir deux pans de visite et de ne pas exclure l'ensemble de l'espace muséal. Vous l'avez rappelé, monsieur le maire, Duroc est un homme méconnu, mais qui gagne effectivement à retrouver ses lettres de noblesse dans l'histoire et au cœur et à la mémoire de chacune et de chacun, évidemment à Pont-à-Mousson. Nul n'étant prophète en son pays, c'est toujours sur place qu'on est le moins connu, mais quoi qu'il en soit, cette exposition, cette deuxième exposition consacrée à Duroc, je l'espère, va permettre d'amorcer ce retour en grâce du grand maréchal Duroc, accompagné évidemment des travaux de mes collègues historiens, et je l'espère des miens à venir,
Et puis évidemment, la passion, dans tout ça, jouera un rôle essentiel, comme elle joue toujours dans les projets que l'on souhaite mener. Et je voudrais citer André Malraux, qui avait cette phrase évidemment fulgurante, comme toutes les phrases de ce grand ministre que fut André Malraux, grand ministre et écrivain. La culture est l'héritage de la noblesse du monde. Et je crois que ce soir, avec cette exposition, nous avons une nouvelle illustration de cette belle phrase d'André Malraux, puisque la culture, elle apparaît aussi dans ce type de manifestation qui émerge par le travail d'historiens, de passionnés, de personnes engagées de part et d'autre du milieu culturel, politique, institutionnel et de toute façon citoyen. Et la culture, elle émerge également, cet héritage de la noblesse du monde émerge par ce travail des artistes, des écrivains, des auteurs, des hommes politiques de l'époque, des militaires, des peintres évidemment, des poètes, des chansonniers qui, pendant leur vie, ont su insuffler un souffle nouveau, une volonté, une perspective, et tracer un chemin vers ce legs pour la culture, donc pour l'histoire et donc pour nous aujourd'hui. Et dans les époques troublées que nous pouvons traverser, je crois que la culture reste tout de même cette ligne de mire et cette arme que personne ne peut nier, parce que même si on essaye d'attenter à la culture, elle ressurgit de toute façon partout comme l'histoire. Et je m'inscris en tant qu'historien aujourd'hui en défenseur vif de l'histoire, puisque contre les esprits chagrins et les idéologues qui tentent parfois d'attenter à cette histoire, eh bien, je peux leur dire qu'ils se trompent et que l'histoire, de toute façon, est là. Elle s'est faite avant nous, elle se fait actuellement, elle continue de se faire, et qu'on soit là ou non, elle sera toujours plus forte que nous. Donc l'histoire, on ne la juge pas, elle est plus forte que nous, et c'est ainsi. Et c'est à nous d'essayer d'enrichir cette histoire, et non pas de scamoter ce qui ne nous plaît pas. Donc le général Duroc, fidèle à cette histoire, et nous, aujourd'hui, fidèles à son souvenir. Voilà un bel attelage pour continuer de parler d'histoire, et pour citer la Fondation Napoléon qui a fait sienne cette phrase, avoir le sens de l'histoire ensemble. Longue vie donc à cette exposition au musée de Pont-à-Mousson. Vive Pont-à-Mousson et vive la grande histoire. Merci à vous. Connaissance sur le grand maréchal du Palais du Roc, ton aide dans la constitution de cette exposition temporaire. Je ne sais pas telle qu'elle est sans tous. Donc un grand merci. Merci M. le maire, merci Nadine pour votre confiance renouvelée en ma personne et dans le musée. Voilà, j'espère que l'exposition vous a plu, à vous et aussi. J'espère que vous prendrez le temps de mieux la voir, parce que souvent c'est vrai quand on est nombreux comme ça, c'est un peu difficile de s'approprier une exposition, donc revenez nombreux. Et puis, je vous dis, pour ma part, à très vite et à très bientôt. Sa place à Pont-à-Mousson, il a une rue à Paris, une rue à Lyon, il a son nom qui est sous l'Arc de Triomphe, il est auprès de l'empereur aux Invalides, et il a une belle statue rue de Rivoli. Et donc, il n'y a qu'un endroit où il n'a pas de statue, c'est à Pont-à-Mousson. Et donc, alors je ne vais pas prendre d'engagement ce soir, le seul engagement que je peux prendre, c'est de proposer au conseil municipal, et il y a un certain nombre d'élus qui sont là, on va proposer au conseil municipal de voter les crédits prochainement pour lui faire une statue. Alors, je ne sais pas où on la mettra, on a le temps d'y réfléchir. Peut-être pas forcément à la place de la fontaine, parce que nos amis et alliés américains nous en voudraient, mais en tout cas, je pense qu'il mérite d'avoir une statue à Pont-à-Mousson en bonne place. Donc, on va y réfléchir, on va y travailler dans les mois qui viennent. On va vous inviter à prendre le verre de l'amitié.